Cours de mécanique quantique, les grandes révolutions, partie 3. Donc on en arrive à John von Neumann, peut-être un des plus grands mathématiciens de génie du XXe siècle. En 1932, il a publié son livre magistral, Les fondements mathématiques de la mécanique quantique, où il a postulé qu'un système quantique est modélisable par un vecteur dans un espace de Hilbert. Oh bah alors, mathématiquement, il a plongé, entre guillemets, les expériences physiques, comment modéliser une expérience physique mathématiquement, dans un espace de Hilbert. Alors pour mémoire, un espace de Hilbert, c'est un espace vectoriel normé de dimension infinie sur le corps des nombres complexes. Pas simple. Et c'est complètement contre-intuitif à l'origine. On se dit, pourquoi un espace bizarroïde modélise l'univers, une expérience physique dans l'univers? C'est complètement contre-intuitif. Mais ça s'explique par des centaines de pages de mathématiques. Après, il s'est aperçu, John von Neumann, que les quantités physiques comme la position, la quantité de mouvement, la vitesse, en fait, au lieu de les prendre comme des nombres quelque part, un vecteur de nombres, il les a remplacés par des opérateurs linéaires dans les espaces de Hilbert. C'est un changement de point de vue très différent. Au lieu de considérer des nombres, des scalaires dans le corps des réels, on considère des opérateurs linéaires. C'est pas du tout pareil, l'algèbre. Et donc, il a appliqué sa théorie au principe d'incertitude d'Heisenberg, et il s'est tout simplement aperçu que la non-commutativité d'Heisenberg était tout simplement due à la non-commutativité des opérateurs linéaires dans un espace de Hilbert. C'est QFD. Et il a permis dans son livre, parce qu'avant John von Neumann, les physiciens en mécanique quantique soit utilisaient les matrices, soit utilisaient les fonctions d'onde, en fonction qu'ils choisissent Heisenberg ou Schrödinger. Mais John von Neumann est arrivé, il a dit « Coucou les amis, c'est pareil, à isomorphisme près, vous obtenez les mêmes résultats dans les deux sous-théories. Donc moi j'en fais une générale et j'englobe toutes les approches. » Révolution conceptuelle. John von Neumann, un des plus grands génies de l'histoire des maths. Puis après, on passe en 1935 avec le fameux paradoxe EPR. Alors E pour Einstein, P pour Podolsky et R pour Rosen, les trois scientifiques qui ont découvert ce paradoxe. En fait, la problématique vient de l'intrication quantique. Albert Einstein était un passionné du marquis de Laplace et du déterminisme absolu. Pour lui, Dieu ne jouait pas au dé. Et dans la mécanique quantique, il y avait quelque chose qui était très surprenant. C'est l'intrication quantique. Donc Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert, inventé une expérience de pensée à l'époque permettant de prédire ce qui se passerait lors d'une intrication quantique, par exemple, entre deux photons. Et dès que l'on mesure l'un où qu'il soit, si les deux photons étaient intriqués à un moment et puis ils se baladent quelque part, si on fait une mesure, par exemple, de spin sur un photon ou un électron, immédiatement, à partir de la mesure sur A, B est automatiquement modifié, quelle que soit la distance. L'intrication quantique, vous avez des références bibliothécaires là-dessus sur Internet à profusion. Et donc ça a entraîné un paradoxe. Et bien sûr, Einstein et Bohr ont eu un débat houleux pendant des années et jusqu'à leur mort.
Puis après, à la mort des deux débatteurs, et ben forcément, pas beaucoup de monde s'intéressait à ce problème, entre guillemets, épistémologique, philosophique. Personne ne savait trop quoi en faire. C'était le vieux débat entre le déterminisme et l'aléatoire. Niels Bohr disait non, non, il y a de l'aléatoire, tout ça. Et Einstein disait non, non, Dieu ne joue pas au dé, etc. Et donc ils sont tombés sur le paradoxe EPR, donc de l'intrication quantique, qui, d'un certain point de vue, contredisait un des postulats d'Einstein que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, même pas une information. Et puis l'histoire aurait pu en s'arrêter là, mais non. Un génial physicien, en 1964, John Bell, a pris une année sabbatique pour réfléchir à cette problématique. Il travaillait au CERN à l'époque. Et puis, il a découvert une expérience que l'on peut, enfin le modèle d'une expérience que l'on peut réaliser en physique. Et suivant les résultats de cette expérience, Einstein a raison ou Bohr a raison. Et en fait, ça dépend d'une certaine fonction qui est supérieure ou égale à une inégalité, quoi. Ça dépend d'une certaine inégalité qui est supérieure ou égale à une certaine valeur. Si c'est le cas, Einstein a raison. Si l'inégalité est violée, Bohr a raison. Donc, révolution conceptuelle. Le débat Einstein-Bohr, le paradoxe de l'intrication quantique, peut être résolu expérimentalement. Boum. Donc, révolution conceptuelle. On peut savoir lequel des deux a raison. Puis dans les années 80, 1981, 1982, le génial expérimentateur Alain Aspect a fait la première expérience de l'intrication quantique. Alors bien sûr, son expérience n'était pas parfaite, mais presque parfaite. Et ça a suffi en tout cas à montrer que les inégalités de Bell étaient violées. Et puis pendant des années et des années plus tard, des centaines de physiciens ont refait les expériences en les améliorant de plus en plus, jusqu'à entre guillemets arriver à l'expérience parfaite de violation des inégalités de Bell. Conséquence inéluctable, Einstein a tort, Bohr a raison. L'intrication quantique existe. Donc, révolution conceptuelle, révolution physique. Et d'ailleurs, Alain Aspect a eu le prix Nobel de physique en 2022 pour ça. Après, on passe à un vrai mathématicien, Roger Penrose, dans les années 1970-1974. Bon, bien sûr, il a découvert X théorème, mais celui qui nous intéresse pour la mécanique quantique, enfin le plus important parce qu'il en a découvert d'autres, c'est le pavage de Penrose qu'on appelle ça. C'est magnifique visuellement à voir des pavages de Penrose. Il y en a qui sont magnifiquement colorés. Bien sûr, des pavages non périodiques, parce que les pavages périodiques du plan euclidien sont déjà connus depuis l'Antiquité. On peut voir dans certaines mosquées en Espagne les 17 formes de pavages euclidiens du plan. Ce qui se démontre mathématiquement assez facilement. Et dans les pavages de Penrose non périodiques, il a trouvé un pavage de symétrie 5. Ce qui, dans le plan euclidien, sous forme normale de pavage, c'est pas possible. Bon. Donc, surprise, il a trouvé une symétrie 5 dans son pavage non périodique. Et donc, en fait, l'idée, la construction n'est basée que sur des triangles isocèles. Et plus particulièrement sur ce qu'il appelle les triangles d'or. Pourquoi les triangles d'or ? C'est bien sûr, ils ne sont pas faits en métal, c'est des objets abstraits. Mais pourquoi d'or ? Parce que ça vient du nombre d'or.
dont la valeur numérique est 1 plus racine de 5 sur 2. Un nombre très connu dans la littérature, dans l'art, le nombre d'or. Pourquoi ? Parce qu'il possède des propriétés algébriques très particulières. Il est solution d'un polynôme très particulier, élémentaire, et qui arrive très souvent dans la nature. Donc c'est pour ça que le nombre d'or est un nombre comme pi, comme exponentiel, comme logarithme de 2. Il y a certains nombres comme ça qu'on retrouve très régulièrement. Le plus important peut-être des nombres, c'est pi, bien sûr. Mais après, dans la suite, il y a bien sûr phi, le nombre d'or. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un triangle d'or ? C'est un triangle isocèle, donc il y a 3 longueurs. Eh bien, il y en a 2 de triangle d'or, l'aigu et l'obtus. L'aigu, il a ses 3 longueurs, 1 phi, et l'obtus, 1 phi. Bon, donc on peut construire facilement, ou tout triangle proportionnel à ses valeurs. Et ce qu'il a découvert, Penrose, c'est qu'il y a une certaine propriété P, qui dit pouvoir être découpé en 2 triangles isocèles inégaux et possédant la propriété P. Quelque chose d'un peu récursif. C'est-à-dire que si un triangle a la propriété P, on peut le couper en 2 triangles isocèles inégaux. Bon. Et chacun des triangles isocèles inégaux, on peut répéter la propriété P, les redécouper en 2 triangles isocèles inégaux, et ad vitam aeternam. Un peu comme le principe des fractales. On répète une procédure à l'infini. Donc, forcément, si on part d'un triangle original, d'un triangle d'or, on fait cette opération de découpage à l'infini, et on n'a plus qu'à dilater ce triangle à l'infini, et ça nous fait un beau pavage non périodique du plan. Absolument génial. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que les 2 triangles d'or sont inscrits dans le pentagone régulier convexe. C'est-à-dire, vous dessinez un joli pentagone, à 5 côtés forcément, et puis les 2 triangles d'or, obtus et aigus, s'inscrivent naturellement dans le pentagone. Bien sûr, immédiatement, en ayant pris les triangles avec des nombres d'or, inévitablement, on tombe sur la relation de récurrence de la suite de Fibonacci. Et donc, c'est que le terme de la suite au rang n plus 2 est tout simplement égal au terme de la suite au rang n plus 1 plus le terme de la suite au rang n. Donc, un plus 2 égale un plus 1 plus un. Une récurrence élémentaire. À chaque nouveau nombre, on additionne les 2 précédents. Donc, la suite traditionnelle de Fibonacci, c'est on part de 0, 1. Donc, 0 plus 1, 1. Après, 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5, et etc. Et cette suite de Fibonacci, quand on essaye de la résoudre et de voir vers quoi tend cette suite à l'infini, on s'aperçoit qu'on tombe inévitablement sur 2 nombres particuliers, le nombre d'or et le nombre d'or conjugué, qui sont en fait solutions d'un polynôme de degré 2. Donc c'est pour ça qu'on obtient 2 solutions. Mais le nombre d'or est entre guillemets important, il est supérieur à 1, mais le nombre d'or conjugué est plus petit que 1. Donc en fait, à l'infini, le terme prépondérant, c'est le nombre d'or à la puissance n. Et le nombre d'or conjugué à la puissance n converge vers 0 très rapidement, donc est négligeable. C'est pour ça que le nombre d'or, c'est ce qui compte le plus. Mais pour parfaitement calculer la suite de Fibonacci, il faut intégrer le petit résidu du nombre d'or conjugué. Bon, c'est très joli tout ça, mais à quoi ça sert ?
eh ben, les applications sont énormes, surtout en géométrie non commutative d'Alincoln, comme on le verra à la fin de cette leçon. Et aussi, en 1984, les scientifiques ont découvert ce qu'ils appellent les quasi-cristaux. Et si on coupe un quasi-cristaux par un plan, on imagine, on regarde les atomes dans le plan, on tombe sur un pavage de Penrose. Oh bah, alors ça, c'était la surprise totale pour les physiciens. Donc c'est pour ça que, naturellement, les pavages de Penrose sont arrivés en sciences physiques. Et puis après, en 1971, il a construit ce qu'on appelle le réseau de spin. Bon, donc Roger Penrose a participé à la révolution en mécanique quantique et aussi avec d'autres travaux, comme sur les trous noirs avec Stephen Hawking. Sa littérature est impressionnante. Enfin, à la suite, alors là, c'est un gros chapitre des mathématiques qu'on est obligé d'intégrer, ce qui s'appelle la théorie des catégories. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, c'est l'étude des structures mathématiques et de leurs relations. Parce qu'en fait, à force de faire des mathématiques, on s'aperçoit que beaucoup d'objets mathématiques ont la même structure. De groupes, d'anneaux, de corps, d'espaces vectoriels, de géométrie projective. En fait, il y a plein d'objets mathématiques qu'on voit dans plein de théories différentes, mais en fait qui ont la même structure. Et bien sûr, chaque structure mathématique a des éléments simples qui possèdent des relations entre eux. Donc, l'idée des catégories est apparue dans les années 42-45, 1942-1945, par Eilenberg et MacLane, ce qui vient en fait de grosses problématiques en topologie algébrique. Pour résoudre certains problèmes de topologie algébrique, ils en ont déduit qu'il valait mieux généraliser en introduisant la théorie des catégories. Bon, à l'époque, c'était le début, donc ils ne savaient pas très bien. Puis après, en 1960-1970, est arrivé le génial Grothendieck, qui a découvert, inventé la notion de topos, qui est en fait une catégorie spéciale. Puis en 1969, William Lowther définit la logique et la théorie des ensembles grâce à la théorie des catégories, qui est devenue un des fondements des mathématiques. Parce qu'avant, on utilisait plutôt la théorie des ensembles, la logique, pour bâtir toutes les mathématiques. Et hop, la théorie des catégories est passée avant. Et c'est devenu le fondement des mathématiques. Il faut tout catégoriser pour bien comprendre les fondements des mathématiques et construire après la logique et la théorie des ensembles, d'une certaine façon. Donc, la théorie des catégories relie les structures mathématiques aux fonctions qui les préservent. Donc, en fait, après, naturellement, une catégorie elle-même possède une structure. Donc, on imagine que si on se donne deux catégories, bon, c'est pas vrai dans le cas général, mais admettons qu'on ait deux catégories, eh ben, on aimerait bien voir s'il n'y a pas une structure qui permette une application, qui permet de passer d'une catégorie à l'autre. Eh ben oui, ça s'appelle les foncteurs, qui envoient la catégorie 1 dans la catégorie 2, et qui a tout morphisme de la catégorie 1 envoie sur un autre morphisme de la catégorie 2. Dit autrement, un foncteur, c'est une application de catégorie à catégorie, dont les éléments d'application sont les morphismes, qui envoient un morphisme sur un morphisme. Donc, d'un certain point de vue, un foncteur, c'est un morphisme de morphisme.
Puis Riederer et Burstall définissent une catégorie comme un multigraphe orienté. Et les sommets du graphe sont les objets et les flèches sont les morphismes. Donc en fait, on est arrivé à rendre visible, quelque part, parce qu'un graphe, on peut le dessiner sur un morceau de papier. Donc il est arrivé à rendre visible quelque chose qui est totalement abstrait, une catégorie mathématique. Bon, révolution conceptuelle. Puis Grothendieck a découvert ce qu'on appelle maintenant une topologie de Grothendieck. Et bien en fait, c'est une structure sur une certaine catégorie C qui permet de voir certains objets de la catégorie comme des ensembles ouverts d'un espace topologique. C'est comme s'il avait rajouté la topologie à l'algèbre. Et donc, dans ces cas-là, on dit qu'une catégorie a une topologie de Grothendieck si on peut lui adjoindre la notion d'ouvert, de topologie, de recouvrement. Bon, pas toutes les catégories ne peuvent être des topologies de Grothendieck, mais ceux qui le sont, c'est bonjour les calculs plus rapides et plus élémentaires et plus faciles. Et donc, on en déduit la théorie des préfaisceaux. Un préfaisceau sur une catégorie est un foncteur de la catégorie opposée ou duale dans la catégorie des ensembles. C'est-à-dire que dès qu'on a une catégorie, on peut la plonger par un foncteur. En fait, exactement, on part d'une catégorie, on construit sa catégorie duale opposée, et on construit le foncteur de cette catégorie opposée dans la théorie des ensembles, dans la catégorie des ensembles. Donc, c'est ce qu'on appelle un préfaisceau. Mais maintenant, si une catégorie a une topologie de Grothendieck, alors un préfaisceau devient ce qu'on appelle un faisceau. Géniale découverte de Grothendieck. Donc, il a introduit la théorie des faisceaux, des catégories, des topos, ce qui est un outil mathématique indispensable si on veut prendre du recul et faire moins de calculs pour comprendre les choses. Puis, bon, bien sûr, je ne raconte pas toutes les petites autres révolutions, comme la découverte de certains gluons, de certaines particules élémentaires. La littérature en est remplie. Mais ce ne sont pas les découvertes les plus essentielles. Puis vient, des années plus tard, la gravitation quantique à boucle. Alors bon, c'est en 1988 que Carlo Rovelli et Smolin introduisent la gravitation quantique à boucle dans la communauté scientifique, physicienne. Bon. Puis en 1995, ils en déduisent du réseau de spin de Roger Penrose, comme on l'a vu précédemment, que l'espace est discret. Parce qu'avant eux, tous les scientifiques prenaient un espace continu. Bon. Un peu comme avant, l'énergie, ils disaient, ouais, elle peut prendre toutes les valeurs, donc l'énergie est continue. Puis Planck est arrivé, quantification de l'énergie. Eux, quelque part, ils ont refait la même idée. Bon, c'est plus compliqué. Mais en gros, c'est la même idée. Ils ont dit, pourquoi l'espace ne serait-il pas discret lui aussi, quantifié ? Ça change tout. À la place de prendre un espace continu, avec une certaine algèbre, eux, ils ont l'idée de prendre un espace discret. Donc forcément, il a une autre algèbre. Et ça change énormément les choses. Donc d'un coup, leur postulat en 1995, c'est que l'espace aussi est quantifié. L'espace est discret. Et donc il y a des quantas d'espace. Alors c'est très compliqué. Une image très simpliste, c'est une maille
comme les guerriers du Moyen-Âge, une maille de fer, enfin, une armure de maille de fer. Bon. Donc on voit que tous les anneaux de fer sont entrelacés les uns aux autres. Bon, alors si on peut faire une petite image simpliste, ça pourrait être ça. Mais c'est une révolution majeure. C'est qu'au lieu de prendre, bon, classiquement, depuis Newton, on prend l'espace matériel physique à 3 dimensions réelles. Bon. Mais bien sûr, continu. R3, on prend. Et ben, Carlo Rovelli dit non, pas du tout. L'espace est discret. Et puis, il y a des lois d'intrication entre les quantums d'espace. Oh, bah, c'est pas simple. Et puis, en 1994, grâce, entre autres, à une longue méditation sur les fentes de Jung, etc., toute la littérature, il a postulé, enfin, l'équipe de Carlo Rovelli ont postulé que l'observateur influe sur l'expérience. Ah bah alors ça, il faut mettre beaucoup de temps avant de digérer cette information-là. Puis après, Carlo Rovelli, inévitablement rencontré Alain Cohn, qu'on en parlera à la fin, juste après. Et ils en ont déduit une nouvelle conception du temps. C'est qu'avant, on pensait que le temps, bon, c'est le temps, et quelque part, il est toujours là. Il est éternel, intrinsèque, tout ça. Et eux, non, pas du tout. Le temps n'est pas intrinsèque, mais extrinsèque. C'est-à-dire qu'en gros, le temps est émergent, mais n'est pas toujours là, bon, d'un certain point de vue. Le temps arrive grâce à la non-commutativité de l'algèbre fondamentale. C'est une propriété émergente qui est tirée des équations, et non pas une propriété fondamentale des équations. Donc, Carlo Rovelli et sa bande de génies, ils ont fait une révolution, une des dernières révolutions en mécanique quantique. Peut-être une des plus surprenantes. Bon, l'espace est discret, alors ça c'est pas simple à digérer. Puis ça change beaucoup de choses dans la vision de la mécanique quantique. Mais surtout aussi, l'observateur influe sur l'expérience. Oh bah alors ça, on se demande comment on fait quand on étudie un électron ou quand on le mesure, je sais pas quoi, que notre conscience influe sur l'électron, bon, comment ça marche. Alors c'est très mystérieux. Il faut étudier les fentes de Jung de façon très approfondie pour commencer un peu à comprendre. D'ailleurs, c'est de là que leur est venue l'idée. Et pour finir, bien sûr, peut-être un des meilleurs mathématiciens de notre époque, Alain Cohn, français de surcroît, a inventé, découvert ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Et sa découverte fondamentale, c'est que, bon, ce qu'on appelle dans le jargon mathématique une variété riemannienne non commutative, ce qui est fondamental en mécanique quantique à comprendre, et ben en fait, il le voit comme un triplet. Bon. AHD, où A, c'est une C-étoile algèbre, en gros une algèbre de Banach involutive, bon, c'est pas simple. H, bien sûr, c'est l'éternel espace de Hilbert. Et D, c'est un certain opérateur non borné. Et une fois qu'on a compris que ce triplet spectral permet de mieux calculer sur certaines variétés riemanniennes non commutatives, ça nous permet de faire de la simplification des calculs et d'arriver au bout des calculs. Bien sûr, pour ça, il a eu besoin de la découverte de la cohomologie cyclique. Bon, c'est pas simple, mais en gros, un des points clés de compréhension, c'est que
avec Riemann la distance entre deux points. Et en gros, on calcule, en gros, on regarde tous les chemins possibles qui vont de A vers B. On calcule leur longueur. Et on dit que la longueur entre A et B, c'est le plus petit, c'est la plus petite des longueurs des chemins possibles et inimaginables entre A et B. Bon, c'est comme si on prenait un élastique et qu'on le pointait en A et B, puis on le tournait dans tous les sens, et on savait calculer la longueur d'étirement de l'élastique à chaque fois. Et puis, dès qu'on arrive à la plus petite longueur, c'est la distance. Bon. Définition à la Riemann. Et c'était aussi ce qu'on utilisait d'un certain point de vue pour définir le mètre étalon, la longueur avant. Et puis les physiciens ont commencé à comprendre que le mètre étalon changeait de longueur, tout ça. Donc c'était très compliqué. Donc ils ont changé de mode de calcul du mètre et sont passés à une autre vision grâce à des ondes fréquentielles et à des variations d'état de certains atomes surexcités, de césium ou je ne sais plus quel atome. Donc ils arrivaient grâce à ça, et en supposant que la vitesse de la lumière était une constante, ils arrivaient à trouver une meilleure valeur pour le mètre. Comment calculer la longueur à mètre pile d'une meilleure façon, beaucoup plus précise. Et Lacan a en gros piqué cette idée. Et lui, en gros, au lieu de dire distance entre A et B, je prends un paquet de chemins et je regarde leur minimum. Lui, il a dit non, je prends les deux points et puis je fais agir un ensemble de fonctions avec des opérateurs et je regarde qui est le min, qui est le max, tout ça, et avec une certaine formule algébrique. C'est comme, métaphoriquement, peut-être une image simple, ce serait plus simple à comprendre, c'est comme si d'un coup, le point A, il balançait une onde radar de partout, dans toutes les directions, et puis forcément, à un moment donné, son onde arrive au point B, et puis, comme pour un radar, d'un certain point de vue, elle est réfléchie, et elle revient sur le point A, et en faisant des calculs du temps, tout ça, du temps de réponse, de la variation des fréquences, etc., on en déduit la distance géodésique entre ces deux points. En fait, c'est comme si on propageait une onde et on regardait le temps de parcours de cette onde entre le point A et la destination B. Donc, révolution conceptuelle. Mais surtout, l'idée géniale d'Alain Kohn, c'est de dire, je ne vais plus prendre une algèbre commutative. Il faut passer à une algèbre non commutative. Et effectivement, c'est bien mieux. Car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'univers n'est pas commutatif. C'est évident. Par exemple, l'exemple d'Alain Kohn, c'est avec la bière. Bon, moi je préfère les chaussettes-chaussures, mais Alain Kohn, il dit, si vous voulez boire une bière, quelque part, d'abord, vous enlevez le bouchon de la bière, et après vous buvez. Mais si vous faites l'inverse, ça va pas marcher. Si vous essayez de boire d'abord et enlever le bouchon après, c'est pas pareil. Donc, la non-commutativité est introduite en mathématiques, dans la mécanique quantique, grâce à Alain Kohn. Et puis bien sûr, entre autres avec Carlo Rovelli et d'autres, ils ont trouvé des applications de cette théorie magnifique. Mais là, Alain Kohn de toute façon a écrit beaucoup de livres de vulgarisation, a fait plein de conférences sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Il vous en parlera peut-être mieux que moi. Bon, voilà, en gros, les grandes révolutions en mécanique quantique. Et bien sûr, on peut approfondir à volonté. Il y a encore des centaines et des centaines de découvertes, comme l'effet tunnel, l'effet Casimir. Bon, mais c'est moins fondamental que
ces 15 révolutions que je vous ai exposées dans ces 3 parties de cours. Bon courage pour comprendre.